Les obsèques de Jerry John Rawlings sont programmées pour ce mercredi. Les cérémonies funéraires ont d'ailleurs débuté depuis ce lundi. On parlera aussi du Congo. La présidentielle du 21 mars prochain, Denis Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. En République démocratique du Congo, une motion de censure a été déposée contre le gouvernement et le Premier ministre pro-Kabila. Et puis au Togo, la dynamique Monseigneur Podjo demande des discussions bilatérales avec le pouvoir avant les élections régionales. Voilà pour le menu de ce lundi 25 janvier 2021. Nous sommes sur le plateau avec Marc Aboflan. Il est le directeur de Élite d'Afrique. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Face à Marc, il y a Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Marc, bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Merci beaucoup d'être là. Le Ghana, pour commencer, 3 mois après la mort de l'ancien président John Jerry Rawlings, c'était le 12 novembre à Accra. Ces rites funéraires ont finalement débuté ce dimanche, 24 janvier, dans la capitale. C'est une messe inaugurale qui a ouvert les funérailles d'État de Jerry Rawlings. La famille du défunt était présente au premier rang, ainsi que le président Nana Akufo-Addo et le chef du parti d'opposition John Mahama pour assister au sermon prononcé par l'archevêque du Cape Coast. Une veillée funèbre s'est ensuite tenue en fin de journée aux messes des officiers de l'armée de l'air. John Jerry Rawlings était en effet pilote d'aviation avant sa prise de pouvoir en 81. Finalement, c'est Marc Abofran, c'est toute la nation ghanéenne qui va se préparer à conduire le père de la démocratie à sa dernière demeure. Pas seulement la nation ghanéenne, mais je pense que c'est toute l'Afrique tout entière, ou l'humanité ensemble qui doit saluer quand même le travail d'un des pionniers de la démocratie en Afrique. Il a été, John Jerry Rawlings, au plus fort des temps, dans une Afrique où la dictature était omniprésente, était partout. Il a été celui qui a tapé sur la table avec des méthodes, c'est vrai, pas orthodoxes, mais il a quand même réussi à replacer le Ghana sur la bonne voie, la voie de la démocratie. Et depuis, je pense, le Ghana est devenu un exemple national, un exemple continental en termes de démocratie, de fonctionnement, de bonne marche des institutions. Il a réussi ce sacro-saint principe d'arriver quand même à faire des institutions tellement fortes que personne ne peut aujourd'hui faire de sa volonté. Et pour tout ce qu'il a fait, au-delà donc d'avoir su installer des institutions solides, il a quand même installé aussi une certaine gouvernance populaire où il a servi une bonne masse de ceux qui étaient paupérisés avant même sa prise de pouvoir au Ghana, ce qui fait de lui, pour toute la population ghanéenne, et quel que soit l'âge de l'ensemble de ceux qui l'ont connu, de ceux qui étaient de son époque, je veux dire les personnes du 3e âge, mais également de la jeunesse, des jeunes d'aujourd'hui à qui on raconte son histoire. Rawlings est un héros pour le Ghana, mais également un héros pour l'Afrique tout entière. C'est ce héros national qu'on se prépare à inhumer. Oui, tout à fait. C'est un héros continental. Vous savez que le monsieur a été le détonateur de la démocratie au Ghana, tel que le dit Marc à l'instant. Et il y a certes des pépins dans ses interventions dans les années 79, en 80, l'assassinat de certains généraux et certains anciens chefs d'État. Mais il est à dénoter qu'il y a certaines choses qu'il a fait sur aussi des ordres de la hiérarchie militaire. Parce que je le vois, je ne vois pas quelqu'un qui veut forcément la démocratie en essayant d'éliminer les gens. C'était une volonté de lutter ardemment et farouchement contre la corruption, puisque c'était une corruption qui gangrénait le Ghana. Et pour montrer sa bonne volonté de céder le pouvoir aux civils, il a fait organiser les élections, il est parti, et avant que Ila Liman ne vienne gouverner le pays. Malgré cette passation, cette mouvance vers la démocratie à travers l'élection d'un civil, la chose s'est empirée. Et ce qu'on pouvait même constater en cette période-là,
c'est d'évincer le monsieur qui est toujours là, jouant le rôle de gardien, il joue le rôle de veille, et de renverser qui que ce soit viendrait porter le coup à la démocratie. Malheureusement, c'est ce qui est encore arrivé. Et c'est à partir de là que les gens ont compris qu'en réalité, le monsieur n'était pas venu pour rester au pouvoir. Il était venu pour balayer la maison, non seulement balayer la maison, mais instaurer un système démocratique résilient de l'ancien système et qui puisse durer dans le temps à travers des institutions fortes. Et c'est ce que nous avons constaté. Mais je dis que, je l'ai dit la dernière fois, que Ronlis est mort, fini la démocratie. Ça, on en reviendra. Mais je dois dire quand même, pour remonter un peu à l'histoire, que le père de l'actuel président, Akufo-Addo, a été aussi assassiné. Il est passé par la potence. Et ça aussi, ce n'est pas un fait anodin. Toutes ces conséquences-là, on peut les retrouver dans les dernières heures du défunt, du décès de Ronlis. C'est des choses que les médias ne disent pas. Mais quand vous faites un rapprochement un peu pour quelqu'un qui a fait Paris longtemps, avocat à Paris, qui a fait aussi quelques semaines et mois ici au Togo, au temps du général Eyadema, sans dire long du corollaire qu'on peut établir entre le décès, son décès et l'arrivée au pouvoir de Akufo-Addo avec des résultats approximatifs et d'ailleurs contestés. Alors, oui. Non, je suis très inquiet, surtout quand on avance des éléments qui sont pour moi des rumeurs et qui auraient dû rester à ce niveau, dans la mesure où le président Nana Addo Akufo, bien que n'étant pas du même parti que Ronlis, il y a une belle tradition de culture démocratique. Et on a vu comment ce président a été présent à tous les états pour Ronlis. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait eu une rude bataille. Et ce qui est exprimé aujourd'hui, c'est-à-dire cette fin de la démocratie ghanéenne, je ne pense pas que ce soit évident. Je pense plutôt que c'est maintenant que la démocratie ghanéenne a de belles heures devant elle. D'autant plus que, rappelez-vous, des dernières élections, les résultats, par exemple, aux législatives, c'était, je pense, quasiment égalité entre les deux partis et un indépendant qui avait pris fait cause pour. Et donc, à mon avis, c'est ça la plus belle expression de la démocratie. On a senti quand même dans ce vote que, pour une fois encore, le peuple ghanéen s'est exprimé. Et malgré ce qu'auraient voulu les politiques de tous les camps, cette voix du peuple ghanéen a été respectée. Le peuple ghanéen a imposé la cohabitation à égalité à ces politiques-là. On verra comment ça va se passer. Ça ne veut pas dire que ça sera parfait, ou ça sera beau, ou ça sera comme on l'a toujours vu. Il y aura forcément des accros, mais je pense que c'est ce qui fait l'élégance aussi de cette vieille démocratie africaine. Alors, sur la vie même de Ronlis, on sait qu'il est détenu à Ngolon, et il y a eu des chefs traditionnels de sa localité qui ont réclamé que sa dépouille soit rapatriée dans la région pour qu'il soit enterré selon les rites mortuaires de son milieu d'origine, ce à quoi le pouvoir s'est opposé. Il sera finalement inhumé au cimetière militaire d'Accra comme les précédents chefs d'État. Pour un personnage de son envergure, finalement, qu'est-ce qui aurait été souhaitable qu'on lui donne un lieu mortuaire comme on le fait pour les présidents, ou plutôt dans le respect de sa tradition d'origine? Alors, la question que je me pose, qu'est-ce que Ronlis a dit avant son décès, si je meurs? Et il semble qu'il y a même une guerre entre la famille de sa femme et celle de sa maman. Alors, Anglon s'est élevé, c'est-à-dire que quand on parle d'Anglon, il n'y a pas d'ethnie Anglon. L'ethnie s'est élevée. Anglon, c'est une dérivée donc de notre ethnie, tout comme les Wati. Les Wati, c'est les élevés. Alors, s'il faut aller dans la recherche de cette petite guéguerre-là qui s'est annoncée, d'abord, je dois dire que Ronlis est un homme d'État, et s'il faut faire ces cérémonies, ce seraient des cérémonies d'État. Et à ce titre, je crois que ceux qui sont au pouvoir actuellement auraient raison. Mais seulement, c'est la mésentente qui a entouré, la rumeur qui a entouré son décès. Certains diraient qu'il a été tué, il a été empoisonné, parce qu'il était dans un hôpital, et qu'on a envoyé certains médecins, on a lu des choses. Mais nous, on n'avalise pas totalement ces choses-là, on ne les écarte pas non plus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est là et qui veille à ce que la démocratie soit respectée
les institutions soient respectées et que ce qu'il a eu à faire comme travail par le passé soit sauvegardé à travers la force des institutions, soit à un moment donné, au cours d'une élection, et souvent au cours des élections, il veille à ce que les élections soient transparentes. La preuve, son décès, qui a été surprenante, personne ne s'attend au décès de Ranlis. C'est vrai qu'on a des fausses rumeurs annoncées plusieurs fois le décès de Ranlis. On se disait que c'est ces ennemis qui envoyaient ces rumeurs-là pour pouvoir finalement avoir raison de lui. Mais on se dit que toute personne qui naît un jour, meurt un jour. Mais la période du décès, le contexte même du décès, qui est lié à l'élection, parce que Ranlis sera au pouvoir, je ne sais pas. Mais je sais que ce serait difficile à certaines personnes de jouer sur la fraude pour pouvoir gagner l'élection. La preuve, aujourd'hui, on sait comment Mahama conteste jusqu'au jour d'aujourd'hui l'élection de Nana Akufo-Addo. La preuve, au niveau même de l'Assemblée, les voix sont égalitaires, complètement égalitaires, avec un certain écart de près au profit de la NDC, du camp de Mahama, dont est parti, donc le parti de Jerry Ranlis. Donc, nous disons que cette guéguerre peut avoir son confort dans l'histoire ou l'historique ou dans l'origine même du décès du président Jerry John Rawlings. Au-delà de tout cela, je crois qu'il faut calmer les ardeurs pour qu'il soit au moins enterré, pour qu'il soit inhumé dans la dignité, parce que nous savons que c'est les Blues, tout comme on disait en anglais, les Blues, c'est les Ashanti. C'est les gens, la femme de Rawlings est Ashanti. Alors, il y a des choses aussi qui se disent de ce côté-là. Rawlings est déjà décédé, il est déjà mort. Mais la crainte pour demain, au-delà de ces funérailles, c'est la crainte sur l'avenir de la démocratie. Et Marc le disait tout à l'heure, mais j'essaie de le comprendre, mais tout en prenant en compte-pied l'avenir de la démocratie et la corruption qui risque de revenir en force. Actuellement, il y a une déflation pas possible au Ghana. C'est-à-dire que l'argent a chuté et c'est dans ce terreau-là que la corruption naît. C'est arrivé 2 fois au temps de Rawlings. Donc pourquoi ça ne peut pas arriver après la mort de Rawlings? Donc il faut craindre que le Ghana bascule dans ce que nous ne voulons pas, certains ne voudront pas, et le Ghana qui bascule dans la sous-région, ça peut porter un coup au pays voisin. De l'héritage de Rawlings, ça peut lui survivre pendant combien de temps? Ça, c'est une très grande question. Combien de temps ça va le suivre? Déjà qu'on a vu les difficultés qu'il y a eu à sortir des dernières élections. C'est vrai que même les meilleurs d'entre nous doivent partir. Mais Rawlings est parti quand même à un moment très critique, presque à la veille d'une élection où sa femme était candidate, sa fille était candidate. Et donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est compliqué. Et c'est vrai que les prises de bec ou les prises d'armes, ce qu'on a vu, par exemple, au Parlement la dernière fois, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu voir du vivant de Rawlings. Et donc, c'est dire quand même que beaucoup de choses, la peur que les Ghanéens avons, la peur et le respect que toute la classe politique dans son ensemble, que ce soit le NDC, que ce soit le NPP, avait pour John Jerry Rawlings, il n'y aura évidemment plus cette peur. Il était un patriarche qui, dès qu'il s'exprime en dernier ressort, tout le monde la bouclait. Qui qu'il soit au Ghana, tout le monde la bouclait. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais je crois quand même que le peuple au Ghana a toujours le dernier mot, malgré que Rawlings ne soit pas là. Et c'est ça qui va, à mon avis, résister plusieurs années après. C'est vrai que même avant le décès de Rawlings, le Ghana traverse une crise difficile. C'est l'un des rares pays de l'Afrique à avoir mis fin à la collaboration avec un certain nombre d'institutions internationales, dont le FMI. Et donc, c'était prévisible que le Ghana ne sorte pas gagnant, ou en tout cas, l'économie ghanéenne ne soit pas la grande gagnante, surtout quand on voit aussi que la Covid-19 a eu un impact inévitable sur cette économie-là. Mais tout va dépendre de comment les Ghanéens vont se reprendre. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a une élection qui est terminée. Même si elle est toujours contestée, cette élection-là a quand même eu un épilogue. Au Parlement, ça sera difficile parce qu'il y aura 2 camps qui devront s'affronter. Et à un moment donné ou un autre, ces 2 camps devront mettre leurs différences de côté pour s'unir pour le Ghana. Et je pense qu'ils le font bien. Au-delà de toutes les revendications, tout le monde doit prendre en compte qu'au-delà d'être un évé, Rawlings qui a toujours revendiqué de manière forte son appartenance évé,
n'a jamais renié le Ghana dans son ensemble. Et le Ghana dans son ensemble, c'est et les Ashanti majoritaires et les Ewe minoritaires. Et ça se démontrait bien à travers son alliance avec sa femme, qui a été omniprésente au cours du parcours de Rawlings. Et donc, aujourd'hui, je pense que Rawlings a su démontrer ses obsèques, vont peut-être démontrer qu'au-delà de tout, le Ghana doit rester un pour faire face aux défis. Ce n'est pas les défis qui manquent, Rawlings vivant ou pas, les défis seront là, mais c'est l'unité que le peuple ghanéen et les politiques ghanéens auront pour faire face à ces défis-là qui, à mon avis, vont déterminer l'issue pour le Ghana tout entier. Il y a même cet héritage-là, il y a risque que les militaires aient ce ressentiment, cette envie-là c'est-à-dire que Rawlings était l'œil du blanc qu'on avait déposé et que tout le monde voyait et que tout le monde avait peur. Et maintenant, il est parti parce qu'il avait toujours des... C'est pas parce qu'il a des pions dans l'armée de l'air, dans l'armée du temps, mais c'est quelqu'un en qui on voyait... c'est un dieu pratiquement, c'est-à-dire que dans la stabilité du Ghana. Et tout le monde le respectait, même au sein des généraux, des anciens, tout le monde le respectait. Maintenant qu'il est parti, est-ce qu'il peut y avoir des velléités, des tentatives de revivre l'ancien temps? Les ardeurs n'ont pas fini. Oui. Les gens sont là et tu peux revenir à tout moment. Surtout si ce président voudrait jouer au malin avec des histoires, ce n'est même pas une affaire des chantiers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un multipont là-bas, un multipont ethnique, même s'il y a un certain groupe ethnique, les Ashanti qui feraient au moins 40%, et que les autres seraient dans les 20 et 30 et autres %. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a forte crainte que la corruption revienne, et c'est cette corruption qui va ramener, si le respect des institutions n'est pas érigé en principe ou en règle, qui risque de ramener les militaires au Ghana. Rien n'est encore joué au Ghana avec cette élection bizarre qu'on a eu à organiser la dernière fois. On suivra en tout cas la situation de très près. Partons à la première pause et on revient continuer.